Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux à cette réunion publique sur le règlement du RLPI de Clermont-Alpes Métropole. Donc tout d'abord, quelques rappels. Donc tout d'abord, la réunion est filmée, donc sachez-le. Ensuite, en termes d'organisation et de prise de parole, on a dédié des temps spécifiques à la prise de parole, donc 3 au cours de la présentation. Donc, dans ce cadre-là, merci de bien lever la main et lorsqu'on vous donnera la parole, d'activer à ce moment-là votre micro. Vous pouvez également poser vos questions et vous exprimer via le chat. Évidemment, de façon courtoise, tout le monde a le droit d'avoir son propre opinion et de l'exprimer. N'hésitez pas également, de toute façon, on essaiera de vraiment répondre à toutes les questions. Si ce n'est là, ça sera via le PV de synthèse de la réunion publique. Donc, je vais à présent partager mon écran pour que vous ayez tous la présentation. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Ça va être bon. N'hésitez pas à communiquer si jamais il y a des problèmes techniques. Donc, je laisse à présent la parole à Madame Mandon, vice-présidente de Clermont-Alpes Métropole, en charge de l'urbanisme. Merci, bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes ici pour parler du RLPI, le règlement local de publicité intercommunale. Effectivement, c'est ce premier règlement intercommunal sur Clermont et les autres 20 autres communes. Donc, l'idée, c'est de faire ce règlement non pas que sur la ville de Clermont, mais bien sur l'ensemble des 21 communes. C'est la première fois qu'il a lieu. Donc, nous sommes en train de travailler dessus depuis plusieurs mois. Nous avons déjà pu échanger avec certains d'entre vous, très certainement. Donc, rappelez que ce règlement travaille sur le positionnement des panneaux publicitaires, mais aussi des enseignes, des préenseignes. Et donc, comment on va pouvoir améliorer les choses sur notre territoire, comment on va rendre un cadre de vie plus agréable en réduisant la présence de la publicité ou en la présentant de manière différente. Et puis, n'oublions pas que nous devons penser aussi à un juste équilibre entre un cadre de vie harmonieux, de meilleures entrées de ville et de métropole, bien évidemment, mais nous devons aussi penser aux acteurs économiques qui font la métropole, penser également au tourisme que nous devons signaler sur notre territoire, penser aussi aux activités culturelles et sportives que nous devons malgré tout signaler. Donc voilà, c'est la prise en compte de ces différentes choses qui nous amènent à travailler sur ce règlement. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ce que pourrait en être la traduction réglementaire. Voilà, je vais laisser la parole à Laurence qui va vous présenter un diaporama. Et bien évidemment, il y aura des temps où vous pourrez prendre la parole, poser des questions. Laurence, je vous laisse la parole. Merci. Donc, on vous propose une présentation en 3 grands temps. Donc, tout d'abord, le RLPI, le règlement local de publicité intercommunale. Qu'est-ce que c'est? Les principes, le cadre réglementaire, un petit retour sur les grandes phases, la concertation et le calendrier du projet. Un petit retour également sur le diagnostic des opérations qui vont nous permettre en fait, de vous expliquer d'où proviennent les propositions qu'on est venu travailler avec toute l'équipe projet. Dans un second temps, on abordera le règlement avec quelques définitions pour qu'on parle bien tous de la même chose et puis une présentation des différentes dispositions qui sont traitées dans le règlement. Et puis un troisième temps, vraiment de débat, d'échange, où vous aurez de fait davantage la parole. Donc, le règlement local de publicité intercommunale, qu'est-ce que c'est? Donc, tout d'abord, il faut bien savoir que c'est un document d'urbanisme qui est toutefois régi par le Code de l'environnement. On s'intéresse bien là à la qualité du cadre de vie et des paysages. Donc, il vient organiser les différentes modalités d'implantation de l'affichage extérieur,
Donc, plusieurs dispositifs sont traités, sont maîtrisés dans ce document. Donc, les publicités, les préenseignes et les enseignes, on reviendra un petit peu après sur les différentes définitions. Et l'objectif, c'est de maîtriser ces dispositifs en fonction des caractéristiques paysagères et urbaines, c'est-à-dire vraiment adapter le traitement de ces dispositifs en fonction des enjeux paysagers, de la nature, du tissu urbain dans lequel il doit s'insérer pour le mieux, pour essayer de maîtriser également la qualité et le bien-être des habitants. Donc, qu'est-ce qu'on peut réglementer dans le cadre d'un règlement local publicité intercommunal? Donc, il y a plusieurs choses. Le format, le mode d'implantation, l'esthétique des dispositifs, la densité des dispositifs. Donc, tout un panel quand même d'outils qui peuvent venir nous aider à davantage maîtriser l'affichage extérieur. Donc, comme je l'évoquais jusqu'à présent, via le Code de l'environnement, il y a déjà une réglementation qui existe à l'échelle nationale. L'objectif d'un RLPI, d'un règlement local de publicité intercommunale, c'est d'adapter ce règlement aux spécificités de Clermont-Auvergne Métropole et vraiment de l'adapter aux enjeux de votre quotidien et de l'adapter aux éléments de patrimoine, à l'architecture, aux paysages qui sont emblématiques du territoire. Dans ce cadre-là, on ne peut pas non plus tout interdire. L'objectif, c'est bien de maîtriser l'affichage extérieur et de trouver des consensus entre la reconquête, la requalification paysagère de certains espaces qui peuvent être aujourd'hui un petit peu banalisés et le droit à l'expression et à la liberté de communiquer. Donc, en termes de planning et de grandes étapes de ce grand projet qu'est le RLPI, donc, il y a différentes phases. Il est construit de manière similaire à un document d'urbanisme, un plan local d'urbanisme intercommunal, typiquement. Donc, on a d'abord une première phase qui va faire une photographie à un moment T de l'affichage extérieur sur le territoire. L'objectif, c'est de faire émerger des enjeux. Donc, ça, c'est une phase qui est terminée à ce jour, donc qui a été conduite de 2019 à septembre 2020. Ensuite, une seconde phase, la phase orientation, qui s'est tenue donc, de septembre 2020 à mars 2021. L'objectif, c'est de venir travailler avec les élus, avec les habitants, avec les techniciens, les différentes communes, le projet que souhaite le territoire en termes d'affichage extérieur, quelles sont les grandes ambitions pour venir maîtriser cette publicité, où placer les curseurs. Et cette phase est très importante, puisque ensuite, en phase 3, qui est la traduction réglementaire, on doit venir proposer pour chaque ambition qui s'est exprimée en phase 2, une traduction réglementaire dans un règlement qui est à la fois écrit et graphique, c'est-à-dire que comme dans un document d'urbanisme, on a un zonage dans lequel vient s'appliquer un règlement écrit. Donc, nous en sommes à ce stade-là. C'est une phase qui est encore en cours. On ne vient pas ici nous proposer un projet fini. On est vraiment encore en train de travailler, de recueillir les avis de différents partenaires. Donc, par exemple, les associations environnementales, les associations d'habitants, mais également des partenaires économiques qui ont besoin de s'exprimer sur le territoire. Et votre avis aujourd'hui, ce soir, et l'idée, c'est de pouvoir récolter tous ces avis et pouvoir ensuite affiner la proposition qu'on va vous présenter ce soir. À l'issue de ce travail de traduction réglementaire, on a plusieurs phases administratives, donc consultation des personnes publiques associées, avec l'État notamment, les conseils municipaux, puis ensuite un temps d'enquête publique où vous pourrez à nouveau vous exprimer sur le projet arrêté par le conseil communautaire. Et ensuite, on fera un travail de reprise en fonction des différents commentaires et les arbitrages qui sont opérés pour, in fine, approuver le RLPI. Alors, tout d'abord, par rapport à notre première phase de diagnostic, quelques éléments clés rapides. Donc, sur le territoire, on est venu faire un recensement à l'appui d'une caméra embarquée, un petit peu comme sur Google Street, pour venir recenser tous les dispositifs publicitaires. Donc, ce qu'il en est ressorti, donc on le voit, c'est assez clair sur la carte, on va vraiment se tracer le maillage routier du territoire. Et au niveau des secteurs où on a recensé le dispositif, on a recensé près de 1500. Donc, publicité et préenseignes confondues. Et dans ces 1500 dispositifs, aujourd'hui, on a dénombré 26 publicités numériques.
Alors, hop, vous m'entendrez un petit peu mieux, je pense, comme ça. Donc, ce qui est intéressant également sur cette carte, qui permet de caractériser aujourd'hui le parc actuel et ce que vous êtes amené à voir dans votre quotidien, on voit bien qu'au niveau des cœurs de ville, on a, donc c'est indiqué par des petits points jaunes, des publicités, des préenseignes qui ont des gabarits plus restreints. Alors, dès lors qu'on s'éloigne un petit peu plus en périphérie ou dans des communes périurbaines, on a au niveau des principaux axes donc, des grands dispositifs. Par rapport aux différents constats qu'on est venu faire dans le diagnostic, on est venu ensuite donc, co-construire différentes ambitions, donc le projet politique, donc cette fameuse phase 2 orientation du RLPI, donc objectif qu'on a décliné en fonction de la morphologie du territoire, en fonction des paysages. Donc, pour la partie ouest du territoire, on a dénommé les reliefs ouest, l'ambition porte surtout sur la préservation d'un cadre paysager qui est vraiment emblématique du territoire, emblématique de la métropole. Et l'idée, c'est d'accompagner vraiment la visite des activités liées au tourisme, puisqu'on est sur un secteur plutôt à tendance agro-naturelle, avec vraiment des aménités paysagères reconnues et avec également un terroir. Donc, l'idée, c'est de préserver effectivement cette qualité-là, mais de permettre également aux activités économiques et agrotouristiques qui s'y développent de s'exprimer. Ensuite, au niveau du cœur urbain, donc la zone grise sur la carte, les ambitions sont un petit peu différentes, mais rejoignent le même objectif de maîtrise et de recherche de qualité du cadre de vie. Donc, on a une maîtrise du dispositif en termes de densité, on a une recherche également de qualité et d'harmonisation dans les secteurs de centre-ville qui correspondent bien souvent quand même au noyau historique du territoire et concentrent également un grand nombre de monuments historiques. Donc, il y a une vraie recherche de qualité en termes de traitement. Par rapport à la zone un petit peu plus à l'est, donc ce qu'on a dénommé la dorsale économique, qui concentre les principales zones d'activité économique et commerciale du territoire. Donc, il y a un enjeu assez fort en termes d'affichage, puisqu'on a tout un tissu d'acteurs locaux qui ont un besoin de visibilité. Cette visibilité, tout en essayant d'harmoniser les pratiques et d'avoir une approche cohérente. Pour participer à requalifier, à améliorer l'image des entreprises, puisque ce sont les premiers espaces perçus lorsqu'on rentre sur le territoire, donc qui jouent vraiment un rôle d'espace vitrine. Et puis enfin, le dernier espace, donc le croissant Est, on a deux grandes ambitions. Donc, c'est valoriser les points de vue, puisqu'on a cette chaîne des puits qui est quand même particulièrement perceptible, même sur l'ensemble du territoire. Donc, l'ambition dans le cadre du projet du RLPI, c'est bien sûr de maîtriser les risques de concurrence et permettre de valoriser cette richesse paysagère. Et également de préserver les abords de l'Allier et tous les espaces de loisirs pour les habitants, vraiment de maintenir des espaces de ressourcement plutôt qualitatifs. Donc, voici en préambule donc, les rappels des phases qui ont précédé la traduction réglementaire. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Alors, peut-être pas des remarques à ce moment de la présentation, mais n'hésitez pas. Sinon, Laurence va poursuivre en rentrant un peu plus précisément sur le règlement, tel que nous l'avons écrit à ce moment de la réflexion et des discussions, en reprenant le zonage. Mais si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Je ne vois pas de main levée. Donc, Laurence, je pense que vous pouvez poursuivre.
Donc, effectivement, Madame Mandon, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, je vais continuer à avancer sur la présentation. Très bien. On vous écoute. Un petit souci technique. Donc, par rapport au règlement. On ne vous entendait pas, Laurence. C'est bon. C'est tout bon. Effectivement, on a eu un petit souci technique. A priori, on a un petit souci technique. On a du mal à vous entendre. Est-ce qu'on a pu réparer cela ? Bon, je suis désolée de ce petit... Alors, donc, par rapport au règlement... Ça y est, c'est reparti. Il faudrait juste que ça défile. Voilà, merci. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc ce règlement, il doit vraiment traduire de manière la plus opérationnelle possible les grandes orientations que je viens d'évoquer avec vous. Dans ce cadre-là, ce qui est prévu par le Code de l'environnement, c'est qu'on puisse découper le territoire via des zones spécifiques qui répondent donc aux enjeux qu'on a identifiés au préalable. Donc, on vient définir des grandes zones qui recouvrent des secteurs qui présentent donc des enjeux similaires ou une morphologie urbaine similaire. Ensuite, on va venir préciser de manière générale, puis de manière spécifique au sein de chaque zone, les spécificités en termes de format, de mode d'implantation, d'esthétique, les densités de dispositifs, etc., etc. Donc, on a, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc bien un règlement écrit qui s'attache à chaque zone. Donc, en termes de zones, qu'est-ce qu'on est venu proposer pour Clermont-Auvergne Métropole? Donc, 4 grandes zones avec 2 trames. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail. Donc, 4 grandes zones. Vous voyez là, à l'ouest du territoire, la grande zone verte. Donc, ce sont les espaces de nature qui recouvrent donc, le parc naturel, le secteur Grand Site de France et le site UNESCO. On a ensuite en rouge et orange sur la carte la zone de publicité 2 qui correspond aux espaces urbains qu'on a subdivisé en 2 parties parce que 2 zones qui recouvrent des enjeux légèrement différenciés. Avec tout d'abord en rouge les cœurs de ville, cœurs de bourg, donc vraiment les noyaux historiques qui souvent, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, abritent des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables. Et puis, en orangé, vous avez le reste des espaces urbains avec des zones à dominante d'habitat ou des zones de mixité où on a un petit peu d'habitat et d'activités économiques présentielles. On a ensuite, dans ce qu'on retrouvait dans la carte tout à l'heure, la dorsale économique, donc la zone publicité 3, les zones d'activité économique et commerciale, donc en bleu. Et puis, on a en gris la zone publicité 4, donc, qui correspond à la zone hors agglomération. Donc, ça peut paraître peut-être un petit peu curieux de zoner également hors agglomération. Je ne l'ai pas reprécisé, mais c'est vrai que le principe premier de la publicité, c'est d'être interdit hors agglomération. Donc, pourquoi le zoner? C'est très simple, c'est parce que ça nous permet quand même de venir gérer les dispositifs enseignes. Pardon. De venir maîtriser les enseignes et d'impulser dans ces secteurs qui peuvent accueillir des activités libérales, artisanales ou autres, d'y impulser la même dynamique qu'en zone urbaine. Excusez-moi. Donc, par rapport à ce zonage, quelles avancées on propose dans ce document à ce jour, sachant que, encore une fois, je réitère, on en est vraiment dans une phase de travail, une phase projet. Donc, en cœur de ville, donc, dans la zone rouge, on aurait essentiellement du mobilier urbain sur 2 mètres carrés.
excusez-moi, décidément. Dans la zone orangée, donc, qui représente quand même une forte proportion du territoire, on aurait une publicité qui serait portée à 4 mètres carrés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les communes de plus de 10 000 habitants qui ne sont pas dotées d'un règlement local publicité, on peut avoir des formats jusqu'à 12 mètres carrés. Donc, c'est une diminution par 3 des possibilités offertes. Dans la partie la plus naturelle, donc dans la ZP1, la zone verte, on est comme en centre-ville avec des gros enjeux de préservation. Donc, l'objectif, c'est de venir maîtriser la taille des publicités et de la limiter donc à 2 mètres carrés sur mobilier urbain. Et enfin, la zone bleue, la zone d'activité, donc on permettrait la publicité donc sur 8 mètres carrés, sachant qu'on propose déjà une diminution par rapport à ce qui est permis par le Code de l'environnement. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment un travail sur la réduction des gabarits qu'on rencontrerait sur le territoire. On a également un axe de travail sur la publicité numérique, puisque celle-ci serait essentiellement interdite, sauf sur le mobilier urbain et limitée à 2 mètres carrés. Il faut savoir que ça, c'est une question qui est encore en train d'être débattue au niveau des différentes communes, au niveau même des techniciens. Donc, c'est encore une question qui est largement ouverte. Pour les enseignes lumineuses et numériques, donc comme elles seraient également restreintes, au même titre que la publicité, puisqu'il y a un objectif également global qui n'est pas forcément cartographiable, c'est de préserver quand même les espaces, les paysages nocturnes, qu'ils soient apaisés, aussi bien pour le respect des cycles de la faune que pour les cycles circadiens de la population. Donc, un respect de cette fameuse trame noire. Et de fait, Clermont-Ferrand Métropole souhaite œuvrer pour la qualité de ces paysages noirs. Je ne l'ai pas tellement évoqué sur la diapositive précédente, mais on a des trams, donc on voit là en hachuré sur la carte, donc 2 trams, une trame entrée de ville qui apparaît en bleu et une trame patrimoine qui apparaît en rouge. L'objectif, c'est de venir renforcer dans ces trams de manière ponctuelle quelques points de règlement pour optimiser la qualité dans le traitement des enseignes, en particulier pour la trame patrimoine, et venir réduire de manière drastique les possibilités d'expression au niveau de la publicité, au niveau des entrées de ville, pour redonner une place aux différents motifs paysagers qui sont emblématiques du territoire, pour qu'on les perçoive avant de percevoir l'affichage extérieur, pour revenir un petit peu retravailler, si vous voulez, la scénographie urbaine. Et puis, fait intéressant et particulièrement notable, pour la première fois dans l'histoire de la maîtrise de l'affichage extérieur sur le territoire, on introduit donc une interdiction des enseignes en toiture. Bah, quand même, c'est le minimum. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on est venu toutefois se saisir d'un outil que nous offre le Code de l'environnement, c'est de déroger à l'interdiction relative de publicité. Pour mémoire, il y a certains périmètres environnementaux, périmètres patrimoniaux, où on ne peut pas mettre de publicité, sauf si un RLPI y déroge. Donc, c'est un choix qui est proposé à ce jour, de permettre la réintroduction qui, par ailleurs, est effective déjà dans certains règlements locaux de publicité aujourd'hui sur le territoire, et de permettre une réintroduction, mais maîtrisée dans ces périmètres-là, sachant que ces périmètres donc, seraient uniquement le site patrimonial remarquable, des périmètres de monuments historiques, et puis en ZP1, donc dans le parc naturel régional. Donc, c'est une publicité certes réintroduite, mais si vous vous souvenez de la carte précédente, de la diapo précédente, ça serait du 2 mètres carrés. On est venu également spécifier un format maximal maximum. Donc, on l'a vu sur la carte tout à l'heure qui synthétise un petit peu les avancées du RLPI par rapport à l'état actuel. C'est un format qu'on retrouverait uniquement dans les zones de publicité qui couvrent les zones d'activité économique et commerciale.
On est venu également proposer des renforcements de règles d'esthétique de manière globale pour toutes les zones, avec un pied unique, des couleurs de cadre qui soient harmonisées, des accessoires de publicité qui occupent moins d'espace, enfin qui seraient interdits et qui de fait ne viennent pas amplifier la présence des dispositifs dans les espaces urbains. Et puis, les dispositifs d'éclairage seraient également concernés par cette disposition. Aucun élément technique ne devrait dépasser du cadre. On est venu également proposer des règles de densité, puisqu'on l'a vu sur la carte tout à l'heure de diagnostic, il y a on a quand même 1500 points de publicité sur le territoire qui se concentrent donc sur des axes préférentiels. C'est assez logique, puisque ce sont des axes qui offrent une audience certaine. On a bien affaire là à des médias qui ont un besoin de communication, donc c'est quelque chose d'assez logique. Néanmoins, la proposition aujourd'hui, c'est de venir offrir une densité pour permettre de limiter les points noirs paysagers tout en permettant quand même une expression de ce média. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est ce qui apparaît à l'écran de manière schématique. On est encore en train de travailler sur les seuils. Donc, dans le code, la densité est donnée à l'échelle des unités foncières. Donc, ce qui est proposé, c'est qu'en dessous d'unités foncières dont la longueur bordant une voie publique, dont la circulation est ouverte au public, fait 20 ou 30 mètres, possiblement 30 mètres, il n'y aurait pas de dispositif. Et qu'à partir de ces 20 ou 30 mètres jusqu'à 50 mètres, ça ouvre le droit à un seul dispositif, donc soit au sol, soit mural. Et dès lors qu'on est au-delà d'une unité foncière de 50 mètres, donc ça ouvre le droit à un deuxième dispositif, mais avec une interdistance qui éviterait du coup les effets de points noirs paysagers avec une accumulation de dispositifs. À savoir, bien sûr, que c'est une règle qui est sur le domaine privé. On est venu également, donc tout à l'heure j'en parlais, je parlais de ces paysages noirs, c'est un grand enjeu du Grenelle de l'environnement. Il y a également la question de la sobriété énergétique qui est traitée dans ce cadre-là. On est venu renforcer ce qui est proposé par le code en termes de plage horaire d'extinction nocturne. Donc, le code précise qu'entre 1h et 6h, les dispositifs publicitaires et les préenseignes doivent être éteints. Ce qui est proposé dans le règlement local de publicité intercommunale, c'est que cette plage horaire soit portée de 23h à 7h. Il y a la question également du mobilier urbain qui serait également éteint en dehors des horaires d'ouverture pour le mobilier urbain qui est dédié au transport de voyageurs. Par rapport aux enseignes également, on est venu travailler des dispositions générales qui s'appliqueront quelle que soit la zone. On est venu renforcer les lieux d'interdiction ou les typologies interdites déjà par le Code de l'environnement. Donc, tout d'abord, par rapport à l'esthétique même des façades, donc les enseignes ne pourraient pas s'installer sur des éléments d'architecture, des éléments de mode des natures. Il n'y aurait pas non plus d'enseignes à faisceaux lumineux. Elles ne pourraient pas être apposées sur des balcons ou garde-corps. Donc, c'est ce que vous avez là en exemple sur la photographie. Donc, ça, ce sont des choses qu'on ne pourrait plus voir lorsque le RLPI entrera en vigueur. En toiture, a priori, on s'orienterait plutôt vers une interdiction de ces dispositifs-là. Le numérique est encore en train d'être travaillé, affiné. On va le voir ensuite dans le détail par zone, mais la question serait pourquoi pas de l'interdire pour les enseignes de manière absolue. Et puis, il y a la question des enseignes de type Oriflamme sur support souple qui souvent sont très denses et en un seul point. Donc, l'idée, ce serait de les interdire. Donc, ça participerait à dédensifier l'espace urbain. Pour les différentes typologies d'enseignes également, on est venu préciser des dispositions générales. Donc, les enseignes au sol seraient d'un format totem dès lors que l'enseigne est supérieure ou égale à 2 mètres carrés. Il n'y a qu'un seul dispositif par activité. Donc là, c'est par activité et par voie ouverte à la circulation. Donc là, par contre, c'est une règle du Code de l'environnement qu'on ne vient pas durcir. Et puis, évidemment, les activités pourraient recourir à des chevalets. Pour les enseignes en façade, on est venu préciser dans chacune des zones un pourcentage maximum d'occupation de la façade commerciale.
donc je ne m'attarde pas forcément sur ce qui est écrit, mais en revanche, on est venu préciser des limites d'implantation pour avoir une approche cohérente à l'échelle de tout le territoire, donc avec des enseignes qui ne peuvent être installées au-delà des limites du premier étage. Donc par rapport aux photographies que vous avez à droite, donc vous aurez plus, comme sur la photo du Crédit Agricole, par exemple, des enseignes au-dessus de chaque fenêtre, puisqu'on se retrouve au-dessus du premier plancher. Donc l'idée, c'est toujours de dédensifier ces façades, de valoriser l'architecture qu'on peut rencontrer dans les différents centres urbains. Pour les enseignes lumineuses, de même que pour la publicité, on est venu renforcer la plage horaire d'extinction, donc c'est la même que celle de publicité, donc à 23h, 7h, sachant que évidemment, si une activité s'exerce dans cette plage horaire-là, elle a le droit d'allumer son enseigne, elle peut l'allumer 1 heure avant son ouverture et elle doit l'éteindre au maximum 1 heure après sa fermeture. Donc, voici rapidement sur les dispositions générales. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé et ça répondra peut-être à certaines de vos questions. Il faut savoir qu'on a un délai de mise en conformité une fois que le RLPI est approuvé, donc qui est de 2 ans pour les publicités et 6 ans pour les enseignes. Donc, par rapport à ce que je vous ai présenté, est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions, des gens qui ont envie de prendre la parole? Donc, juste par rapport aux questions, donc dans le chat, il y avait déjà des personnes qui se sont exprimées. Donc, je ne sais pas, Marie, est-ce que vous avez pu reprendre peut-être un groupe de questions auxquelles on peut répondre? Oui, on a des questions. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, Marie. D'accord. Donc, on a effectivement des questions sur le chat, notamment concernant le numérique. Comment les dispositifs numériques sont pris en compte, notamment par rapport aux questions de sécurité routière. Oui, bah effectivement, c'est une des grandes raisons qui milite pour la suppression du numérique. Effectivement, hein, qui peut appeler le Donc, regard. par rapport… Vous m'entendez? Par rapport à la sécurité routière, donc c'est quelque chose qui doit être de toute façon pris en compte lors de l'implantation des enseignes, indépendamment du RLPI, j'ai envie de dire, puisque les codes de toute façon s'appliquent de fait, de même que par exemple pour les chevalets qui peuvent être posés sur un trottoir, si jamais il y a une autorisation d'occupation de domaine public, il y a un respect également pour l'accessibilité, les PMR, etc. Très bien, Madame Mandon, vous vouliez rajouter quelque chose? Pas nécessairement. Alors, non, pas nécessairement. J'avais commencé à faire la réponse sur le numérique, mais Laurence s'est bien exprimée. Donc, par contre, s'il y a d'autres questions, Marie, on vous écoute. Oui. Il y a d'autres questions. Une question notamment sur la trame entrée de ville. Donc, effectivement, il y avait une trame entrée de ville donc, qui a été présentée plus en détail lors d'une réunion association de la semaine dernière. C'est là que j'ai pas vu. Et donc, se poser la question de son maintien ou non. Donc, je peux déjà répondre à cette question. Donc, la trame entrée de ville est bien maintenue. Hein. Après, les modalités d'interdiction ou non de publicité, quel type d'interdiction seront mises en œuvre ne sont pas encore arrêtées, mais la trame entrée de ville est donc bien maintenue. Après, une remarque sur le caractère pas si innovant, je cite, des enseignes en toiture. Donc, peut-être, Madame Mandon, vous voulez répondre par rapport effectivement à l'état actuel des enseignes sur le territoire. Excusez-moi, Marie, mais je n'ai pas compris la question. Le son n'est pas très bon, je suis désolée. C'était une question sur les enseignes en toiture. Oui.
Donc, j'ai cru lire dans le chat que ce n'était pas forcément innovant comme décision, mais aujourd'hui, on a quand même fait le constat que sur la métropole, on avait de nombreuses enseignes en toiture et qu'il fallait qu'on prenne une décision pour pouvoir remédier à cela. Donc, peut-être que ce n'est pas innovant sur le territoire national, mais en tout cas, sur notre territoire, c'est quelque chose qui n'est pas respecté aujourd'hui et que nous avons pris en compte, en tout cas. Par la suite, il y avait également des demandes de rappel. Les 8 mètres carrés seront autorisés dans quelle zone? Peut-être que Laurence, vous pourriez nous repréciser cela. Après, je crois que dans le diaporama qui suit, on va reprendre un petit peu. Oui, on y reviendra. Voilà, je pense que dans la présentation qui suit, il y a une synthèse un petit peu, il me semble. Donc, effectivement, ensuite, on va venir plus précisément zone par zone, regarder quels sont les gabarits, les typologies de dispositifs autorisés. Et je vois que Benoît a levé la main. Peut-être qu'on peut interrompre les questions écrites pour prendre une question orale. Bien sûr. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. En fait, je me demandais s'il avait été évalué la diminution de la publicité engendrée par ce nouveau RLPI, le manque à gagner du coup de cette diminution. Voilà. Est-ce que vous auriez des chiffres à peu près sur ces données-là? Je peux répondre peut-être, et puis Madame Mandon ou Marie éventuellement compléteront. Aujourd'hui, comme on est encore quand même dans une phase de travail et de concertation avec les différentes parties prenantes, on n'a pas de modélisation en fait sur l'impact réel. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que on s'achemine quand même sur une réduction de la taille globale de tous les dispositifs et puis une dédensification. Donc nécessairement, ça induit un report d'activité ou possiblement une perte. Ensuite, on ne peut pas vraiment se prononcer de manière catégorique là-dessus. Oui, c'est encore une question qui est à l'étude. Et effectivement, quand on aura vraiment arrêté la traduction réglementaire, on sera à même de pouvoir lancer cette étude et les répercussions. C'est quelque chose qui est bien pris en compte aussi dans nos travaux, mais on n'a pas les chiffres à l'heure où on se parle, en tout cas. Une question de Hervé. Oui, l'idée, je suis un petit peu surpris qu'on attende que la réglementation soit arrêtée pour faire cette étude, en fait. Au niveau des panneaux publicitaires, on a eu une réunion la semaine dernière donc avec cette même présentation, si c'est la même jusqu'au bout. Forcément, nous, on l'a approché avec le nombre de dispositifs qu'on pouvait avoir. Et d'ores et déjà, même si malheureusement, on n'a pas une carto, comme je l'ai dit la semaine dernière, un peu plus précise, on peut commencer à vous donner des chiffres. Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas une simulation de votre part et du bureau d'études, c'est quand même un enjeu important d'un point de vue économique. Et je viens d'entendre qu'on fera cette étude une fois que les règles seront définies et arrêtées. Est-ce que d'ores et déjà, on ne devrait pas faire une simulation et se rendre compte déjà, avec les règles que vous nous traduisez, ce que ça peut impliquer? En tout cas, on partagera nos documents qui seront mis en ligne et qui seront mis à disposition. Donc, vous pourrez également avoir accès à cette cartographie pour faire les simulations sur les parcs publicitaires. Et comme vous avez pu l'imaginer, simplement avec une impression écran de ce que vous nous avez donné, on connaît bien la ville, on connaît bien l'agglomération, et nous-mêmes, je ne pense pas être le seul publicitaire et afficheur autour de cette table, on a fait nos propres simulations et on peut vous commencer à nous donner vos chiffres. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Nous sommes preneurs des différents retours. Je pense que ça sera plus simple de faire. Oui, allez-y. Pardon, excusez-moi. Ça sera peut-être plus simple de faire une simulation une fois qu'on l'aura tous fait et on vous donnera un chiffre précis plutôt que je vous donne le mien et puis peut-être le professionnel en face ne l'aura pas encore fait, je ne sais pas. Je pense que ça serait intéressant qu'on vous donne de façon un peu groupée
Après, cette pour 5 à traduction 15. réglementaire. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Entendu. On est Très bien. preneur. Très Merci. bien. Mais on attend juste la carto, encore une fois, comme j'ai dit mardi dernier, et on vous fait ça remonter très rapidement. Très bien, on s'est engagé à vous les faire parvenir, donc on va vous les faire parvenir. Parfait. Mais d'ores et déjà, moi, si je peux vous donner un chiffre, je suis plus dans les entre 80 et 90% de pertes. Parce que la zone orangée qui oblige le 4 mètres carrés fait qu'économiquement, on ne peut plus avoir un parc établi que les clients et les communicants et que les annonceurs veulent acheter, en fait. Je ne sais pas si c'est une notion qui est bien claire pour tout le monde, en tout cas pour les personnes qui proposent ces règles-là. Plus les entrées-villes, plus la trame 1, plus la trame 2, évidemment, hein, sur l'ensemble des règles. 90% me semble un chiffre élevé, mais en tout cas, je ne veux pas présager du résultat que vous nous communiquerez prochainement. Bien sûr, bien sûr. On pourra en rediscuter ensemble. Hein, voilà. Très bien. Merci, monsieur. D'autres questions, Marie, peut-être? Oui, les questions, peut-être continuer les questions orales, parce qu'il y aura peut-être des redondances avec les questions écrites. Éventuellement, je vois que c'est les mêmes personnes qui ont posé des commentaires et qui lèvent la main. Donc, monsieur Saladin. Oui, et bonsoir. Je voulais dire à Clermont de faire très attention, parce que ça me rappelle, moi, le règlement local de publicité du Havre. Nous avions eu des propos extrêmement lénifiants, rassurants, et finalement, nous nous retrouvons avec de la publicité pour l'alcool en face des écoles primaires. Nous nous retrouvons avec des panneaux lumineux dans l'axe de circulation des voitures aux endroits les plus stratégiques et aux endroits dans des virages. Donc, soyez, moi je dis à Clermont, soyez très vigilants et soyez les plus restrictifs possibles, parce qu'une fois que c'est fait, c'est terrible, quoi. Ils se glissent dans la moindre interstice, ils en mettent partout. C'est vraiment épouvantable. Donc, et comme ça ne vante que ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire l'alcool, le sexe, les grosses voitures, la mauvaise nourriture et les jeux de hasard, il n'y a pas d'inconvénient à faire comme Genève et à supprimer carrément la publicité commerciale sur l'ensemble du territoire, qui du reste, on est en train de travailler cette question, en fait, c'est même ce serait probablement anticonstitutionnel, ça contreviendrait au principe de la République, en fait. Donc, effectivement, supprimer la publicité n'est pas… Amen. C'était dit dans le début de la présentation. Hein, donc, d'ailleurs, c'est bien… le RLPI ne peut en aucun cas interdire de manière générale et absolue la publicité. Hein. Donc, et le contenu des publicités non plus. En revanche, c'est dans le cadre des marchés du mobilier urbain qu'il peut peut-être y avoir une clause inscrite dans le cahier des charges qui puisse modérer cela. Mais en tout cas, le RLPI n'est pas habilité pour cette… Mais je le sais, madame, je sais très bien tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que comme on ne peut pas agir sur le contenu, on ne peut agir que sur le contenant, et on ne peut agir sur le contenant qu'au moment du RLPI, où c'est en enquête publique. Donc, soyez les plus serrés possibles. Après, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. C'est noté. On va passer à la prochaine question. Madame Perreno. Oui, merci de me donner un petit peu la parole. Alors, j'ai fait effectivement quelques remarques écrites, je ne vais pas les citer ici. Simplement, j'ai entendu, donc, je pense, un publicitaire, c'est ça, qui s'exprimait, qui s'inquiétait de voir 90% de publicité disparaître. Je voulais poser une question par rapport à ça. Est-ce que ça inclut la publicité sur mobilier urbain ou est-ce que cette personne parle des publicités des dispositifs traditionnels hors mobilier urbain? Les dispositifs traditionnels, malheureusement, ça ne concerne pas le mobilier urbain. Voilà, donc ce sera effectivement, c'est le scénario qu'on rencontre systématiquement, c'est-à-dire la publicité des dispositifs traditionnels qui sont proposés par des entreprises locales avec un travail, une activité et un message qui peut être local, sont remplacés par des dispositifs, par de la publicité qui est supportée par le mobilier urbain. Cette publicité, elle est supportée par le mobilier urbain, elle est mise en place donc avec l'acceptation des
des élus. Elle n'a pas de contrainte de densité. On peut en mettre autant qu'on veut. Il suffit de dire oui et c'est très difficile de dire non. Il y a un petit problème aussi, c'est qu'on n'a pas d'obligation au niveau du règlement de les éteindre. On peut les trouver allumés toute la nuit. Vous allez sûrement le faire et nous le proposer sur les abris voyageurs. Il y a des spécificités comme ça, c'est-à-dire tout est ouvert pour le mobilier urbain et les publicités de type plus traditionnel, qui sont généralement sur des unités foncières, celles-là sont effectivement mises à mal. Alors, je ne suis pas favorable bon, si publicité, il doit y avoir, d'accord, mais il faut aussi trouver un équilibre. Voilà. Donc, si je peux répondre peut-être là-dessus, enfin, apporter un morceau de réponse, en tout cas sur le mobilier urbain. Donc, effectivement, il est de la responsabilité des communes. Mais encore une fois, je vous dis, ce RLPI, il est travaillé avec l'ensemble des 21 communes. Les élus sont bien dans cette démarche-là, et y compris pour leur mobilier urbain. Je ne vois pas pourquoi ils iraient déployer moult mobilier urbain alors qu'ils sont dans une démarche de limiter la publicité sur le territoire. Donc, voilà, ils sont dans cette même démarche, y compris pour le mobilier urbain. Je vous entends bien. En tout cas, la présentation ici nous dit bien que pour les enseignes, il n'y aura pas de numérique. Hein, ensuite, au-delà des enseignes, donc sur ce qui est des dispositifs publicitaires ou du mobilier urbain, on attend, comme vous dites, c'est en discussion, mais c'est peut-être trop tard. Il faut peut-être, en tout cas, être clair là-dessus. C'est important la question, la problématique du numérique. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, hein, c'est en discussion, hein, comme vous le présentez, Laurence, tout à l'heure, donc avec une volonté quand même de réduction. Mais la question du numérique a été évoquée par les élus des communes pour de l'information sur leur mobilier urbain. Voilà, la question n'est encore une fois, la question n'est pas tranchée. Nous devons y revenir. On a une réunion la semaine prochaine, donc un jour, je ne sais plus. Et donc, cette question, bien sûr, sera à l'ordre du jour. OK. Alors, peut-être une ou deux questions écrites, et puis après, on va laisser aussi la parole à Benoît, et ce sera la dernière question pour laisser la présentation avancer. Comment s'applique-t-elle? Est-ce qu'elle s'applique sur privé et public? Voilà, peut-être que Laurence, vous pourriez nous faire un petit rappel là-dessus. Alors, effectivement, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc c'est des règles qu'on viendrait renforcer sur le domaine privé, puisqu'en fait, le code différencie les règles de densité sur le domaine privé et le domaine public, sachant que le mobilier urbain n'est pas sujet à règles de densité. Pourquoi est-ce que, parce que c'est peut-être ça la question qui est sous-jacente, pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu proposer un renforcement des règles sur le domaine public? C'est que la collectivité reste maîtresse chez elle et qu'il y a de ce fait, dans la mesure où toutes les collectivités de Clermont-Ferrand Métropole adhèrent quand même aux ambitions, il y a un pare-feu de par le fait que pour s'implanter sur le domaine public, elles ont un droit de regard puisqu'elles sont chez elles. On va prendre la question de Benoît, puis la suite, on continuera la présentation. Oui, enfin, question, plutôt remarque pour exprimer un peu ma colère et un peu ma tristesse face au pouvoir des lobbies qui peuvent, eux, apporter des chiffres clairement parce qu'ils ont le temps de passer du temps dessus. Et nous, citoyens, qui sommes là sans pouvoir répondre chiffres et autres. Donc, c'est plutôt vraiment un message à destination de Madame Mandon et aux autres élus de dire que enfin, vous servez les citoyens, vous servez la société. Donc, n'ayez pas que en tête la belle musique des publicitaires et autres sociétés. Parce que moi, je suis un peu choqué quand même quand on parle de manque à gagner. Enfin, est-ce que c'est vraiment un manque à gagner, la publicité, ou est-ce que c'est un coût pour la société? C'est ça que j'aimerais vraiment faire remonter, c'est que le débat il se porte là-dessus, qu'en fait, on ne devrait pas parler de manque à gagner, mais on devrait parler de coût environnemental, de coût sociétal, enfin hygiénique même, avec l'alcool, qui est engendré indirectement par la publicité. Donc
voilà pourquoi j'ai posé la question sur la densité, parce que c'est dur pour nous de se prononcer sur est-ce qu'on est satisfait ou pas de ce RLPI, parce qu'il n'y a pas de chiffres. Donc, en fait, on ne peut pas. Oui, vous dites que la publicité sera réduite, très bien, mais dans quelle mesure? Fondamentalement, enfin, pas fondamentalement, excusez-moi, la publicité aujourd'hui sur le territoire clermontois, c'est en rien, enfin, en très peu, de la publicité qui aide le tissu économique territorial. On n'est pas dans des circuits courts, on n'est pas dans une économie locale, on est vraiment dans une économie plus nationale, dans une économie, dans des publicités de voitures, d'alcool. Euh, et voilà, c'est en rien les valeurs pour moi de la société qui devraient sortir. Donc, je sais que vous n'avez pas un impact dans le RLPI sur le contenu, mais aujourd'hui, la publicité, malheureusement, c'est ça. C'est une publicité à Clermont et l'Intersport du coin qui veut vendre son vélo électrique. Il y a quelques publicités d'agences immobilières, il y a quelques publicités locales, mais c'est vraiment une sur 20, quoi. Le reste, c'est des banques, de l'alcool, des voitures et que des choses. Voilà. Enfin, donc, voilà. C'était pour C'est noté. mon coup. Je comprends votre remarque sur alors le nombre de panneaux qui va disparaître. Je vous ai répondu tout à l'heure, je ne sais pas le nombre exact pour l'instant. En tout cas, dans la présentation qui suit, hein, qui est un petit complément, on va quand même vous présenter ce qui va être interdit. L'arrêt du 4x3, l'arrêt de l'amoncellement de dispositifs côte à côte. Voilà, il y a quand même des choses concrètes qui viennent dans ce RLPI. On parle aussi du numérique et de sa suppression. Enfin, il y a quand même des choses qui évoluent par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui sur notre territoire. Donc, on va quand même dans une bonne direction. Comme je vous le disais en préambule, c'est notre premier RLPI. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être une étape. On n'a pas dit que voilà, il va être écrit, mais il peut être revu et amendé. Donc, on est dans une première étape et vous allez le voir dans ce qui suit. Il y a de l'évolution par rapport à ce qu'on peut constater sur notre territoire actuellement. Je vous en félicite, hein, c'est très bien. On voit qu'il y a une évolution, c'est noté. Enfin, félicitations pour aller dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux? Là, on parle d'un RLPI qui va être actif pour les 15 prochaines années. La société, elle a besoin de changer maintenant. Et la publicité, ça agit sur les consciences. Quelles seront les consciences des 10 prochaines années si on autorise encore des messages qui ne sont pas constructeurs de cette nouvelle société? Alors, ce RLPI, il est construit effectivement pour un certain nombre d'années, mais rien ne nous empêche que de le réviser. Donc, on est aussi ouvert à cela. Là, aujourd'hui, une première étape avec, voilà, il faut, comme je le disais aussi tout à l'heure, hein, il faut prendre en compte tous les cas de figure, tous les acteurs de ce territoire. Et donc, je pense que c'est peut-être déjà le mot est fort, pas un bouleversement, mais un changement en tout cas qui va être notable. Je suis convaincue de cela. Je pense que les élus, encore une fois, les 21 élus, ont conscience de ce qu'est la publicité et de la pollution qu'elle peut représenter aussi, même si on est conscient qu'on peut avoir besoin de communiquer, etc. Je vous parlais tout à l'heure du monde économique, je vous parlais aussi du tourisme, etc. Mais voilà, on a conscience aussi qu'on a besoin d'avoir un cadre de vie plus apaisé. Et je pense que le travail sur la publicité et sur le nombre de panneaux qui nous entourent, sur leur qualité, sur leur dimension, eh bien, que de travailler là-dessus, c'est travailler sur notre cadre de vie. Donc, peut-être qu'on n'est pas pour vous dans votre lecture jusqu'au boutiste, mais je pense qu'on a appris à bras le corps quand même ce sujet dans la construction de ces RLPI. Et voilà, je pense qu'avec la lecture de tout le monde, avec la participation de tout le monde, on avancera. Et voilà, je vous parle de révision et il va être figé, effectivement, il va être écrit ce règlement, mais pour un temps. On ne dit pas qu'on ne le révisera pas. Au contraire, je pense qu'il faudra
qu'il faudra avancer tous ensemble. On fera un constat. Je pense qu'il va y avoir, comme autant on a fait un état des lieux en amont de cette réflexion, on fera aussi un constat quand les choses seront calées. Et donc, d'après ce constat, eh bien, on verra comment on peut avancer, comment on peut évoluer. Voilà. Croyez bien qu'on est vraiment impliqué dans ce dossier, en tout cas. Alors, Madame Mandon, on a une toute dernière question à l'oral. Anne qui nous demande et qui souhaite répondre à Benoît en qui souhaite participer. Donc, on va prendre cette toute dernière question à l'oral et puis il faudra vraiment qu'on avance sur la présentation. Merci, bonsoir à tous. Benoît, pour répondre à une partie de votre question sur les intérêts défendus, notamment financiers par rapport aux afficheurs, j'avais fait quelques recherches sur le sujet et sur quelques villes, et je n'ai pas les chiffres pour la métropole de Clermont-Ferrand, mais je peux vous donner des estimations. Par exemple, à Grenoble, le manque à gagner quand on retire l'affichage publicitaire, ce qui s'est fait depuis novembre 2014, dans une certaine mesure, et en tout cas dans l'espace public, ça représente moins de 0,1% du budget de la ville de Grenoble. À Vannes, autre ville française, ce que rapporte la pub par rapport aux recettes de fonctionnement de la commune, c'est 0,08%. À Paris, ça représente 0,003%. Et puis, il y a des communes, ça va vous faire plaisir, comme Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence, qui se passent de la publicité depuis 2009. Voilà, ça vous donne une estimation de ce que ça rapporte et de ce que ça pèse dans un budget. Voilà. Merci pour vos apports sur ces chiffres et donc le complément qui a été apporté aux commentaires de Benoît. Laurence, je vais vous laisser poursuivre. Juste en complément, je ne suis pas sûre qu'on ait passé en revue tous les commentaires ou toutes les questions du chat, mais dans tous les cas, donc c'est enregistré, hein, comme je le disais en préambule, et on apportera des éléments de réponse dans le compte-rendu de cette rencontre-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, pour continuer avec les dispositions spécifiques à chacune des zones, donc on vous a fait des tableaux de synthèse. Donc, tout d'abord, donc en ZP1, donc espace de nature, pour mémoire, pour faire écho à la carte des avancées qu'on proposait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur de la publicité sur mobilier urbain uniquement et limité à 2 mètres carrés et qu'il y a une ambition d'amélioration de la qualité des enseignes. Donc, comment est-ce que ça se traduit en termes réglementaires ? Donc, pour la publicité, donc, comme j'évoquais, il n'y a que le mobilier urbain dans une limite de 2 mètres carrés. Pour les enseignes, donc, en fonction des différentes typologies, donc pour les enseignes au sol, elles sont limitées à 2 mètres carrés maximum. Et puis, donc, une enseigne au sol par activité, par voie ouverte à circulation. Donc là, on est au niveau des règles du RNP et on autorise également la mise en place d'un chevalet. On a également, donc c'est pas indiqué, et ça c'est de manière globale sur tout le territoire, on est venu également réglementer dans le RLPI les publicités, les enseignes de moins de 1 mètre carré, puisqu'elles ne sont pas réglementées par le Code de l'environnement. On est venu les limiter à une par activité pour éviter la surenchère et la surdensité et les potentielles émergences de points noirs paysagers. Pour les espaces urbains, donc la seconde zone de publicité, donc qui est subdivisée en 2 zones, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la zone rouge, donc qui correspond au cœur de ville et cœur de bourg, on a fait un travail sur la réduction et la qualité de l'affichage extérieur avec un mobilier urbain 2 mètres carrés. Il y a un travail donc évidemment sur la qualité des enseignes, sachant que dans les périmètres qui relèvent de l'architecte des bâtiments de France, les sites patrimoniaux remarquables ou les périmètres sur des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France garde un droit de regard et émet des avis par rapport aux dispositifs qui s'implanterait. Pour les espaces plutôt à dominante d'habitat, on est sur une publicité donc à 4 mètres carrés. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail,
Pour revenir donc à la ZP2A, donc cœur de ville, cœur de bourg, donc pour les enseignes, puisque pour la publicité, j'ai déjà abordé, donc les dispositifs scellés au sol seraient interdits. Donc pourquoi? C'est parce qu'on a une densité, une morphologie qui ne permet pas de toute façon de valoriser ces dispositifs-là. On a une mobilité de plus en plus active qui se développe là, donc c'est évidemment pas compatible. Néanmoins, on autorise les scellés, pardon, pas les scellés, les dispositifs installés directement sur le sol de type chevalet. Pour les enseignes en façade, on vient limiter le nombre de dispositifs autorisés, donc qui sont limités à 2 par établissement, avec une occupation maximale de la façade commerciale portée à 10%. Pour les cœurs de ville, cœurs de bourg, on vient également limiter les possibilités en matière de caissons, donc qui sont quand même des enseignes assez imposantes et pas tout le temps qualitatives. Donc l'idée, c'est d'harmoniser les pratiques et de n'autoriser que les caissons avec des lettres diffusantes et qu'ils ne soient pas totalement lumineux. Pour les enseignes en toiture, comme annoncé en disposition générale, donc elles seraient interdites. Et pour ce qui est lumineux, donc les enseignes lumineuses seraient autorisées, mais sous condition, donc avec uniquement des rampes ou du rétroéclairage, et le numérique serait interdit. En zone de publicité 2B, donc pour les secteurs à dominante d'habitat, donc, on est sur de la publicité qui aurait des gabarits portés à 4 mètres carrés, quelle que soit la typologie de dispositif. Et se pose encore la question donc c'est encore en débat, sur la possibilité de réintroduire du numérique, mais uniquement à la hauteur de 2 mètres carrés sur du mobilier urbain, donc avec les collectivités en pare-feu et, qui auraient un droit de regard sur la localisation. Par rapport aux enseignes, on propose du 2 mètres carrés pour les enseignes au sol, une autorisation également des enseignes installées directement sur le sol type chevalet. On porte toutefois la possibilité d'enseignes en façade à 3 par établissement, avec une autorisation d'occupation maximale de la façade commerciale qui est portée à 15% de cette façade commerciale. Les enseignes en toiture sont interdites et pour les enseignes lumineuses, on est sur les mêmes restrictions qu'en ZP2A, donc au niveau des cœurs de ville, cœurs de bourg. Pour la ZP3, donc la zone d'activité, donc vous l'aurez bien noté, donc c'est la zone où on autoriserait les publicités à la hauteur de 8 mètres carrés en surface d'affichage. Et en termes d'enseigne, Oui. l'objectif, c'est d'inciter à la mutualisation des enseignes pour harmoniser et dédensifier. Donc, de manière plus précise, donc les dispositifs au sol et muraux pour les agglomérations de plus de 10 000 habitants et pour les agglomérations qui sont dans l'unité urbaine de Clermont-Ferrand. Donc, ce qu'on proposait, c'est une proposition initiale qui peut être travaillée suite à la concertation avec les afficheurs, les associations environnementales. Mais là, on vous présente ce qu'on leur a présenté également. Ce qui était initialement proposé, c'était 8,5 mètres carrés pour les dispositifs publicitaires. Et en revanche, ça serait interdit dans la commune de Périlla. Pour le mobilier urbain, on se pose la question encore du 8 mètres carrés. Donc, c'est encore une question qui est ouverte. De même que la question du numérique pour les agglomérations de plus de 10 000 habitants. Pour les enseignes, donc il y a un réel besoin quand même d'affichage pour les activités économiques locales, les activités commerciales locales. Donc, on proposait de porter la superficie maximale envisageable pour les enseignes scellées au sol à 6 mètres carrés, mais avec une obligation de mutualisation si sur une même unité foncière, on a plusieurs établissements commerciaux ou industriels. Et ils ont la possibilité de recourir également au chevalet. Pour les enseignes en façade, on n'est pas venu restreindre ce que le Code de l'environnement propose. Pour les enseignes en toiture, c'est vrai qu'initialement, ce que je vous ai présenté, c'est qu'il y avait quand même un vœu global de les interdire, mais
a priori, il y a encore un travail de sensibilisation à effectuer, mais c'est une ambition en tout cas qui est largement portée, donc, et qui doit être confortée et confirmée. Pour les enseignes lumineuses, se pose encore la question des modalités d'implantation. Donc, je ne peux pas tellement vous en dire plus à ce jour. Sachez juste que l'objectif, c'est d'être quand même plus restrictif que le RNP au niveau des enseignes lumineuses et numériques, sachant que se pose encore cette question d'interdire totalement les enseignes numériques sur le territoire. Ah, quand même. Ah, quand même. Donc, pour par rapport à ce qu'il faut retenir par rapport aux avancées, donc je reviens un petit peu sur la diapositive qui a permis l'introduction des règles par zone. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est bien quand même sur une réduction globale des formats autorisés, avec également un travail sur la qualité des enseignes. Donc là, je n'ai pas été dans le détail, mais il y a quand même un travail qui a été fait avec l'UDAP, donc les services de l'architecte des bâtiments de France, pour fixer quand même des règles d'esthétique à proximité des monuments historiques et dans les cœurs de ville, enfin dans les noyaux historiques, par exemple du lettrage découpé, une certaine typologie d'éclairage, etc. Donc, il y a quand même un travail qui a été fait de manière conjointe et concertée avec d'autres services. Pour les enseignes lumineuses et la publicité lumineuse et numérique, ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a une ambition, on s'oriente quand même vers, encore une fois, une restriction et une maîtrise de cette typologie-là, puisque s'il s'avère que le choix final est de le maintenir, ça serait uniquement en ZP3, donc dans la zone bleue. Et puis, il y a ces questions de tram que je n'ai pas tellement évoquées, mais on s'orienterait au niveau de ces trams vers une interdiction quand même de publicité pour l'entrée de ville. Et puis, au niveau de la trame patrimoine, il y a un certain nombre d'éléments d'esthétique, comme je vous l'annonçais, qu'on est venu travailler avec notamment l'architecte des bâtiments de France, les communes, et puis au regard de ce qui pouvait être fait dans les RLP actuellement en vigueur. On va en venir aux questions. Donc, Monsieur Delahousse, je vois que vous avez levé la main, donc on vous laisse la parole, puis on en viendra aux questions écrites ou orales si d'autres personnes souhaitent intervenir. Monsieur Delahousse? Vous m'entendez? Oui, ça y est, maintenant, on vous entend. Oui, je ne peux pas prendre la parole pour faire des remarques. J'en aurais tant à faire que ça serait extrêmement long. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une poignée de remarques écrites, parce qu'il y aurait tant à dire. Ce que je regrette pour les citoyens et pour la ville de Clermont-Ferrand, la métropole plus exactement de Clermont-Ferrand, c'est que, en définitive, il n'y a absolument aucun débat de fond sur les grands enjeux environnementaux notamment, sur le péril climatique qui est à nos portes, comme je le disais, comme je l'écrivais tout à l'heure, et que évidemment face à cette situation, qu'on puisse imaginer de déployer sur tous les trottoirs, partout, y compris dans les lieux d'interdiction, des publicités lumineuses, défilantes, voire numériques, etc., y compris de grand format dans certains secteurs, mais c'est absolument impensable. Comment peut-on continuer ? Comment peut-on être jusqu'au boutiste à ce point-là ? C'est-à-dire continuer comme avant, comme si de rien n'était, et avec des dispositifs. Alors, on nous parle de réduction, c'est la rigolade, il n'y a aucune réduction, puisque justement, on l'autorise là où c'est interdit, d'une part, et deuxièmement,
dès lors que les dispositifs actuels sont beaucoup plus impactants, sans comparaison avec les dispositifs anciens. Une publicité numérique, une publicité défilante, une publicité lumineuse, une publicité motorisée, hein. Il y a des moteurs c'est évidemment quelque chose à proscrire aujourd'hui. On ne peut plus continuer comme avant. Donc, il faut véritablement remettre complètement à plat ce projet qui tourne le dos à tout ce qu'il convient de faire aujourd'hui au regard de ces enjeux. J'en dis pas davantage. On a parlé d'enjeux sanitaires, c'est évident. Hein, les gens ont les bouteilles d'alcool à 20 cm des yeux, etc., etc. Voilà, j'arrête là. J'en appelle, enfin, l'association Paysage de France en appelle aux élus pour qu'il y ait un débat de fond et qu'ils prennent véritablement leurs responsabilités pour défendre les citoyens contre ce phénomène destructeur. Alors, Marie, et peut-être que Madame Mandon prendra la parole ensuite, je ne sais pas, mais peut-être, Marie, vous pourriez remettre la carte de synthèse des avancées du RLPI pour répondre à Monsieur Delahousse. L'objectif, c'est de ne pas mettre de dispositifs clignotants et avec des messages défilants de partout sur le territoire, puisque l'ambition… Les dispositifs clignotants sont interdits. Oui. Donc, c'est d'autant plus. Donc, je parle de messages défilants. Donc, vous faites écho, je pense, à du numérique. L'objectif, c'est de ne pas permettre justement le déploiement de ces dispositifs sur tout le territoire. C'est d'en avoir une certaine maîtrise et de le limiter uniquement à 2 mètres carrés sur du mobilier urbain, sachant que chaque collectivité est ensuite libre de l'implanter où elle veut et d'ailleurs de ne pas. C'est pas parce que la porte est ouverte qu'il faut l'enfoncer. Ils ne sont pas obligés, c'est une possibilité. Mais vous les poussez au crime. Dans le respect du code de l'environnement, toutefois. Ce n'est pas une raison. Enfin, je ne comprends pas. Vous appliquez une loi alors que précisément, on vient d'en démontrer tous les effets dramatiques et négatifs. Excusez-moi, je vous coupe. On est là pour recueillir des avis, donc on a entendu votre avis. Vous l'aviez exprimé déjà la semaine dernière, on l'a entendu. On va le faire remonter. Et comme le disait Madame Mandon, on a encore des réunions de travail. Donc, en faisant remonter donc, les avis des habitants qu'on consulte aujourd'hui, les avis des associations et les avis des afficheurs. Et l'objectif, ça sera avec les élus de pouvoir trouver des consensus et des choix au regard de l'ambition politique du territoire et de ses enjeux. Mais en tout cas, on vous remercie de votre participation et on a bien noté du coup vos commentaires et ce requestionnement du numérique qui effectivement est un enjeu crucial à ce jour, notamment au regard de la promulgation encore très récente de la loi Climat et Résilience. Je voulais juste dire un mot par rapport à ce que M. Delahousse pouvait dire sur le manque d'ambition de la métropole en matière de développement durable. Simplement dire quelques mots, qu'il y a quand même beaucoup de travaux en direction du développement durable sur la métropole, sur la mise en place du STI déjà. On peut parler aussi des zones 30 qui se développent sur Clermont, mais bien évidemment aussi sur d'autres communes de la métropole, le développement des pistes cyclables également. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que nous travaillons également en ce moment sur la rédaction du PLU intercommunal, le PLUI, et nous travaillons actuellement sur le PADD, justement, et vous pouvez retrouver tous ces documents sur le site de la métropole également. Et la part belle est faite au développement durable, justement, et la prise en compte de tous ces sujets-là. Donc, je vous invite à consulter notre site et vous pourrez voir que la métropole est bien partie prenante du développement durable et qu'il y a beaucoup d'actions dans cette direction, pas seulement à Clermont, mais sur l'ensemble des 21 communes que compose le territoire métropolitain. Une question orale de Madame Perreno. Oui, merci. J'ai fait une petite intervention écrite par rapport aux questions qui sont en suspens, par exemple sur le numérique. Est-ce que ça veut dire que vous allez reprendre ce document de travail qui n'est qu'un document de travail et vous allez refaire des rendez-vous avec des associations ou avec le public pour présenter ce qui sera le document final? Est-ce que ce sera mis à jour pour la CDNPS? Est-ce que ce sera
mis en jour pour l'enquête publique, ou est-ce que ce sera présenté en l'état et ensuite il y aura une concertation entre les maires une fois que tout le monde aura été… comment peut-on avoir des zones de flou comme ça à présenter au public? Est-ce qu'elles vont être prises en compte après? Est-ce que les remarques vont être prises en compte? Je vous laisse la réponse. L'idée, comme vous le disiez, Marie Meunier tout à l'heure, c'est bien de prendre en compte les différentes remarques qui sont faites dans les différentes réunions qu'on a pu faire avec les différents publics. Donc, la conclusion, enfin, le règlement va être acté lors d'une réunion qui va se tenir mi-octobre, me semble-t-il, avec l'ensemble des élus métropolitains. Ce qui nous permettra donc d'écrire ce règlement et de le soumettre en enquête publique. Les flous qu'il y a aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des flous, ce sont des questions qui ne sont pas complètement tranchées, sur lesquelles il peut y avoir des questionnements, comme tout le monde peut se poser des questions, et qui restaient à trancher. Tout le monde n'était peut-être pas forcément d'accord ou avait encore des hésitations. Donc, c'était aussi de pouvoir discuter avec les associations, avec le public, avec les professionnels, etc., pour pouvoir porter ce discours et un résumé de toutes ces réunions-là auprès des élus, justement pour apporter un éclairage nouveau et leur permettre de trancher et d'arrêter de façon définitive ce règlement qui, encore une fois, sera soumis à enquête publique en suivant. Après modification, donc. Après modification de ces zones en questionnement. Après avoir tranché, effectivement, sur les questions qui restent en suspens actuellement. D'accord. Merci. On va laisser la parole à Mireille, si vous le voulez bien. Votre micro est éteint. Est-ce que vous m'entendez là? Oui? Oui. Oui, c'est bon. Oui, moi, après tout cet exposé, j'ai suivi le précédent aussi. Puisqu'il reste des questions non tranchées, comme le souligne Madame Christine Mandon, moi, en tant que simple citoyenne, enfin, je fais pas partie quand même de ce collectif Stop Pub Clermont, j'en appelle de tous mes voeux, mais je crois que je ne suis pas la seule. Tous les citoyens et les citoyennes en appellent de leurs voeux pour que Madame Mandon puisse être… Alors, je pense que Madame Mandon, à n'en pas douter, a aussi une vision plus large que ce qu'on veut bien le dire et qu'elle est quand même consciente des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux qui sont associés à la publicité, à l'utilisation à outrance de la publicité. Mais moi, ce que je veux dire tout simplement, c'est que je lui demande d'être très forte et d'être aussi d'entraîner tous les autres élus qui ne sont peut-être pas aussi motivés qu'elle. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle l'est quand même. Et que lui demander d'être très forte pour essayer d'être la plus restrictive possible, finalement, par rapport à la publicité, de manière à ce que vous savez bien que tous les moyens sont bons pour détourner les règlements. Et je vous demande, je vous supplie presque, d'être très forte, d'être très ambitieuse par rapport à ça. Voilà. Merci Mireille pour cette remarque. Alors, juste comme ce message s'adresse non peut-être pas à l'élu, mais à la personne. Donc, c'est la personne, c'est Christine Mandon qui vous répond. En général, quand je m'empare d'un dossier, je le traite avec passion. Et effectivement, ce dossier me passionne aussi. Il n'est pas simple, bien que certains pourraient croire qu'il est simple. Non, il n'est pas simple parce que justement, il doit prendre en compte les avis, les remarques de chacun. Alors certains qui ont peut-être plus, qui sont plus dans la discussion et dans l'échange, d'autres qui sont peut-être plus vindicatif, on va dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est bien, mon rôle, c'est bien de vous écouter, de prendre en compte tout. On a parlé avec les professionnels l'autre jour, donc de prendre en compte tout ce qui est dit. Je peux vous assurer qu'on a passé des heures avec les services et l'occasion m'est donnée de les remercier, les services qui m'accompagnent sur ce dossier. On y a passé de nombreuses heures, je leur ai fait refaire et refaire et reposer des questions et retravailler les dossiers, les documents. Encore une fois, donc je voulais vous rassurer là-dessus. Sachez que
je suis, voilà, je suis motivée. Quand je prends un dossier, je le traite avec passion. Voilà. Maintenant, est-ce que je serai assez forte pour entraîner tout le monde dans mon sillage? Je l'espère vivement et j'espère que ça se traduira dans les faits, en tout cas. Oui, je vous remercie. Je voulais rajouter juste, cette remarque a déjà été faite d'ailleurs, de réenvisager ces histoires de dérogation qui, pour nous, si le règlement était parfaitement appliqué avec des restrictions sévères et sans dérogation, on irait déjà bien loin. Ce serait déjà pas mal, quoi. Voilà. Alors, il est presque 20h, ça fait donc 1h30 qu'on est ensemble. On va prendre une dernière question, peut-être à l'écrit. Donc, vous aviez de nombreuses propositions, hein. Je le rappelle, nos échanges sont enregistrés. Donc, on reprendra vos questions, interrogations et on fera un compte rendu pour essayer de vous apporter une synthèse de tous ces échanges. Peut-être une dernière question donc, sur les enseignes. On a peu parlé de la question des enseignes alors qu'elle concerne la majorité des dispositifs finalement sur le territoire. Et donc, peut-être une interrogation sur la mise en conformité de ces enseignes. Donc, peut-être Laurence, vous pourriez nous rappeler les délais de mise en conformité de ces dispositifs. Alors, effectivement, je peux les rappeler. Donc, une fois que le RLPI sera approuvé, il y aura un délai de mise en conformité porté à 6 ans pour les enseignes et 2 ans pour les publicités. Donc, éventuellement, Madame Mandon, sur l'anticipation de ce travail de mise en conformité, donc qui sera effectivement important pour se projeter. Nous avons un problème de micro, je crois. Les aléas du direct. Je peux peut-être commencer quelques éléments de réponse et puis Madame Mandon, vous me compléterez. Ah, il y a Nicolas Bonnet. Ah, ben il arrive à la fin. Il n'aura rien entendu. Merci pour tes commentaires, Christine Beloin. Oui. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour la mise en conformité donc, des enseignes, une remarque qui avait été faite à l'écrit. Donc, effectivement, c'est bien pris en compte parce qu'on a fait un travail assez important d'encadrement et de cadrage esthétique de ces dispositifs. Et donc, il y a 6 ans pour se mettre en conformité. Et donc, le travail est entamé pour mettre à jour, en tout cas, l'application de ce futur RLPI. Peut-être, Madame Mandon, vous voulez dire un petit mot sur ce sujet. Oui, Marie. Excusez-moi, je n'avais pas compris votre question tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais restée sans voix. Alors, excusez-moi. Ça doit être de ma faute, alors. Pas du tout, Marie. C'est moi qui n'avais pas l'oreille très affûtée, on va dire. Désolée, Marie. Donc, pour dire effectivement l'application de ce règlement, évidemment, c'est une question cruciale parce que quel intérêt de faire un règlement s'il n'est pas appliqué? Donc, bien évidemment que c'est une question qui est à l'étude aussi. Comment alors, aujourd'hui, ça va se faire en 2 temps parce qu'aujourd'hui, la police de la publicité est à charge des communes, à charge des maires. Et à partir de 2024, la loi Climat et Résilience donne cette police, enfin, l'obligation de gérer cela aux intercommunalités. Mais pour autant, on ne va pas attendre 2024 pour se mettre en ordre de marche et faire respecter ce règlement. Donc aujourd'hui, c'est de réfléchir, de travailler comment la métropole qui aujourd'hui écrit ce règlement, comment elle peut accompagner au mieux les communes et puis de travailler jusqu'en 2024, effectivement, moment où la métropole prendra cette compétence. Mais voilà, c'est une vraie question, c'est des moyens qui vont être mis en place, hein, c'est important, ça va
va nécessiter beaucoup de rigueur et d'implication de chaque commune pour la mise en place de ce règlement. Donc, on y travaille. Et encore une fois, c'est une question cruciale. On y réfléchit depuis le début qu'on travaille sur ce dossier. C'est une question qu'on voit arriver, un sujet qu'on voit arriver à l'horizon et l'horizon se rapproche de plus en plus. Et donc, les services sont vraiment en train de travailler là-dessus pour savoir comment faire respecter ce règlement. Très bien, merci. Donc, on arrive au bout de nos échanges. Je vous remercie tous pour... une dernière question? Non, c'était... Si, une dernière question. Oui, je vous laisse, juste un détail sur la question des bâches, je l'ai écrit. Il m'avait semblé que les bâches publicitaires sont interdites. Oui, tout à fait. Je ne me suis pas trompée. Non, vous n'êtes pas trompée. Alors ça, moi, je trouve que c'est très, très bien. Il faut le dire, c'est très, très bien. D'autant qu'elles peuvent être immenses. Elles peuvent faire 30, 50 mètres carrés, voilà. Et donc, elles sont interdites. Et je voudrais savoir si les bâches de chantier, sur les bâches de chantier, vous avez réfléchi aussi de votre côté? Oui, on a réfléchi à cette question. Elle n'est pas encore tranchée, mais elle est bien également posée sur la table. Et donc, il est envisagé effectivement de les limiter. OK. Donc, si vous souhaitez participer suite à cette réunion publique en visio, on a une réunion publique en physique dans 2 jours, jeudi 30. Ce sera à la Maison de la Culture, salle Alexandre Vialat, également à 18h30. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, cette fois-ci en réel. Et donc, nous avons également un site internet dédié au RLPI. Nous diffusons des articles. Il y en a un actuellement dans le ZAP du mois de septembre. Vous pouvez également nous saisir, nous poser vos questions par courrier, par mail. Il y a également des registres papier dans les communes. Et voilà, je vois que l'adresse du site internet a été mise dans le chat. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Madame Mandon. Et je vous dis à dans 2 jours. Merci. Donc, merci à Laurence et Marie qui ont animé la réunion, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, merci à toutes les équipes qui ont travaillé à l'organisation de cette réunion et tout le travail qui est fait sur ce RLPI. Donc, je disais tout à l'heure que j'aimais travailler les dossiers sur lesquels je travaille, mais je peux vous assurer que je ne suis pas la seule. Hein, les élus des 21 communes, il y a un élu par commune qui est désigné sur ce dossier et qui sont aussi très impliqués dans ce dossier-là. Donc, je les en remercie aussi, bien évidemment. Et puis, j'espère qu'on va arrêter un règlement. Alors, encore une fois, on arrête ce règlement. Il est fait pour une durée, mais la révision reste possible. Et puis, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, comme le disait Marie, la séance est enregistrée et on sera à même de pouvoir vous apporter des réponses en suivant, et vous pourrez retrouver tout cela sur le site spécifique RLPI de la métropole. En tout cas, je vous remercie pour votre contribution et votre présence et vos remarques. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir.